2h47 du matin, le 12 janvier 1945, le sergent américain William Carter s'éveilla grelottant dans l'obscurité glaciale de la baraque au Stalag 4B près de Mühlberg-sur-l'Elbe. Dehors, le vent hurlait à travers les fissures des murs en bois, moins 23 degrés Celsius, l'un des hivers les plus rigides de la Seconde Guerre mondiale. Carter sentait ses doigts s'engourdir, ses lèvres devenir bleues. Lui et 67 autres prisonniers de guerre se partageaient à peine 34 fines couvertures en laine. Chaque nuit, ils luchaient pour survivre. Pourtant, cette nuit de janvier désespérée, quelque chose se produisit que Carter n'oublierait jamais jusqu'à sa mort en 1988. La porte de la baraque s'ouvrit. Obergefreiter Hans Schmidt de Nuremberg entra. Dans ses bras, il ne portait ni ordre ni menace. Il portait 6 couvertures en laine épaisse, ses propres couvertures, les couvertures de la garde allemande. Et d'une voix calme, il dit « Personne ne devrait avoir à souffrir autant du froid, pas même en guerre. » À cet instant, Carter comprit que tous les Allemands n'étaient pas des monstres, que même dans l'hiver le plus sombre de l'histoire, l'humanité pouvait survivre. Ceci est l'histoire extraordinaire et documentée de prisonniers de guerre alliés qui jurèrent que des gardes allemands avaient partagé leur propre couverture pendant l'hiver le plus rigoureux. Une histoire sur la force de l'humanité, même lorsque la guerre essayait de tout détruire. L'hiver 1944-1945 fut l'un des plus durs de toute la Seconde Guerre mondiale. Les relevés météorologiques indiquent des températures qui sont descendues jusqu'à moins 25 degrés Celsius et même plus bas dans de vastes régions d'Allemagne. Pour les plus de 250 000 prisonniers de guerre alliés dans les camps allemands, cela signifiait une lutte quotidienne pour la survie. La plupart de ces hommes venaient de pays au climat plus doux, des Américains du Texas et de Californie, des Britanniques de l'Angleterre tempérée, des Français de la Provence. Ils n'étaient pas préparés à cet hiver continental brutal. Le Stalag 4B, près de Mühlberg-sur-l'Elbe, abritait plus de 7800 prisonniers de guerre. En janvier 1945, parmi eux, 2400 Américains, 3100 Britanniques, 1200 Français, et le reste provenant de diverses nations alliées. Le camp avait été initialement conçu pour 4000 prisonniers. La surpopulation signifiait que presque 2 fois plus d'hommes dormaient dans chaque baraque que prévu. La Convention de Genève officielle stipulait que chaque prisonnier de guerre devait disposer d'au moins 2 couvertures chaudes. Pourtant, en janvier 1945, après presque 6 ans de guerre, les ressources du Reich allemand étaient épuisées. William Carter de Chicago, Illinois, avait été capturé. Le 16 décembre 1944, pendant la bataille des Ardennes, il appartenait à la 106e division d'infanterie de l'armée américaine. Après sa capture près de Saint-Vith en Belgique, il fut transporté avec des centaines d'autres soldats américains dans des wagons de marchandises surpeuplés jusqu'en Allemagne. Le trajet dura 4 jours, sans chauffage, sans nourriture suffisante. Lorsque Carter arriva au Stalag 4B le 23 décembre 1944, il pensait avoir survécu au pire. Mais ensuite, 20 janvier, Carter, âgé de 31 ans, avait travaillé comme instituteur à Chicago, dans sa vie civile. Il était marié. Sa femme, Margaret, l'attendait à la maison, avec leur fille de 2 ans, Suzanne. Dans ses mémoires ultérieures, publiées en 1987, sous le titre « Gelé mais pas oublié », Carter décrivit la première nuit de janvier 1945 comme la plus froide de sa vie. Il écrivit « J'étais allongé entre le soldat Robert Hayes du Tennessee et le caporal James Mitchell de l'Ohio. Nous 3, nous partagions une seule couverture fine. Nous nous serrions les uns contre les autres, essayant de partager la chaleur corporelle. Mes pieds étaient si froids que je pensais que j'allais les perdre. Je priais, pas pour la libération, pas pour la victoire,
seulement pour vivre, jusqu'au lendemain matin. Obergefreiter Hans Schmidt avait 28 ans et était originaire de Nuremberg. Avant la guerre, il avait travaillé comme menuisier. Il avait été enrôlé dans la Wehrmacht en juin 1939, après une blessure sur le front de l'Est, à l'été 1943, où un éclat d'obus avait grièvement blessé sa jambe gauche. Il avait été déclaré inapte au service au front. Depuis octobre 1943, il servait de gardien au Stalag 4B. Schmidt n'était pas un nazi, il n'était pas un criminel de guerre, il était un simple soldat allemand qui faisait son devoir. Mais il était aussi un être humain, avec une conscience. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1945, Schmidt était de service, dans les baraques 17 à 24. C'étaient les baraques où étaient principalement logés les prisonniers de guerre américains. Alors qu'il faisait sa ronde, vers 2h30 du matin, il entendit, à travers les fins murs en bois, le claquement des dents, les gémissements, les cris étouffés d'hommes souffrant du froid. Schmidt s'arrêta. Devant la baraque 19, il écouta plus attentivement. Un homme pleurait doucement, un autre priait en anglais, un troisième jurait désespérément. Schmidt retourna au poste de garde. Là étaient assis 5 autres soldats allemands, le caporal Otto Weber de Hambourg, le caporal Klaus Müller de Berlin, l'Obergefreiter Friedrich Hartmann de Munich, le caporal Thomas Becker de Cologne et le sous-officier Wilhelm Koch de Dresde. Schmidt leur raconta ce qu'il avait entendu. Les hommes restèrent silencieux au début, puis Koch, le plus gradé d'entre eux, dit « Nous avons des ordres. Les couvertures sont pour nous. Les prisonniers ont leur ration. » Mais Schmidt répondit « Wilhelm, écoute-moi. J'étais sur le front de l'Est. J'ai vu ce qui se passe quand des hommes dorment à moins 20 degrés, sans protection suffisante. Ils gèlent. Pas tous, mais certains. Et s'ils ne gèlent pas, ils perdent des orteils, des doigts. Développent des pneumonies. Est-ce ce que nous sommes? Laissons-nous des hommes gelés, juste parce qu'ils sont nos ennemis? S'ensuivit une discussion animée, qui dura près d'1 heure. Koch insista d'abord sur les règlements. Mais ensuite, le plus jeune du groupe, Klaus Müller de Berlin, âgé de 21 ans, prit la parole. Müller dit « Mon père est pasteur. Il m'a appris que devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Ces hommes là-bas gèlent. Ils sont pères, frères, fils. Tout comme nous, je donne ma couverture. » L'un après l'autre, les soldats allemands acceptèrent. Même Koch, le sous-officier, finit par céder. Chacun des 6 hommes prit une de ces 2 couvertures. Schmidt prit même ces 2 couvertures, car, comme il le dit, il avait encore son lourd manteau de garde. Ensemble, les 6 soldats allemands portèrent 7 couvertures en laine, aux baraques 19, 20 et 21. Lorsque Schmidt ouvrit la porte de la baraque 19 à 2h47 du matin, 68 prisonniers de guerre américains étaient éveillés. Ils s'attendaient à une inspection, peut-être un ordre. Au lieu de cela, ils virent 6 soldats allemands portant des couvertures. Schmidt s'avança et dit en anglais approximatif « Nous avons entendu dire que vous avez froid. Voici nos couvertures, nous partageons. » La réaction fut l'incroyance. Le sergent William Carter décrira plus tard ce moment ainsi « J'ai cru que je rêvais. J'ai cru que le froid avait embrouillé mon esprit. Des soldats allemands, nos ennemis, nous apportèrent leur propre couverture. » Le soldat Robert Hayes du Tennessee fondit en larmes. Le caporal James Mitchell de l'Ohio se leva, s'approcha de Schmidt et lui demanda en anglais « Pourquoi ?» Schmidt répondit « Parce que c'est la chose à faire. » Les soldats allemands distribuèrent les 7 couvertures aux prisonniers qui souffraient le plus du froid. Puis, ils quittèrent la baraque, dehors, dans le couloir. Carter entendit encore l'un des soldats allemands. Il croyait que c'était le jeune Klaus Müller.
Dire à un autre « J'espère que ça suffira, j'espère qu'ils survivront à la nuit ». Ce seul geste a probablement sauvé 3 à 5 vies cette nuit-là, selon les rapports médicaux ultérieurs du médecin du camp. Le docteur Heinrich Vogel, 8 cas d'hypothermie sévère, furent traités au Stalag 4B le matin du 12 janvier 1945. Sans ces couvertures supplémentaires, le nombre aurait été bien plus élevé. L'un des hommes qui reçut une couverture cette nuit-là était le soldat Daniel O'Brien de Boston, Massachusetts. O'Brien, âgé de 23 ans, souffrait de graves engelures aux 2 pieds. Sans la couverture supplémentaire, il aurait probablement perdu ses 2 pieds. Dans ses lettres à sa famille, qui ne furent livrées qu'après la guerre, O'Brien écrivit le 20 janvier 1945 « Chère maman, je t'écris avec des mains qui peuvent à peine écrire, mais je dois te raconter ce qui s'est passé il y a 8 jours. Un soldat allemand m'a sauvé les pieds. Il m'a donné sa couverture, sa propre couverture, maman. Je ne connais pas son nom. Je sais seulement qu'il venait de Nuremberg. Quand cette guerre sera finie, je le trouverai. Je le remercierai. Je lui dirai qu'il m'a donné plus que de la chaleur. Il m'a rendu la foi que les gens peuvent être bons. » Dans la baraque 20, où des couvertures furent également distribuées, se trouvait le caporal Édouard Leclerc de New York. Leclerc avait 29 ans, était marié et père de 2 jeunes garçons. Il avait de la fièvre depuis des jours, un début de pneumonie. Le froid empirait tout. Quand Friedrich Hartmann, le soldat allemand de Munich, lui apporta une couverture, Leclerc s'effondra. Il pleurait si fort que les autres prisonniers pensèrent qu'il avait perdu la raison. Plus tard, Leclerc expliqua « Je ne pleurais pas de froid. Je pleurais parce que je pensais que je ne reverrais plus mes garçons. Et puis ce soldat allemand est venu et m'a donné sa couverture. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait, qu'il était aussi un père, qu'il voulait aussi rentrer chez lui. À ce moment-là, nous n'étions pas des ennemis, nous étions juste 2 pères, loin de chez nous. Les prisonniers de guerre français dans la baraque 21 ont également reçu des couvertures. Le sous-lieutenant Pierre Dumont de Lyon, un officier d'infanterie de 26 ans, prisonnier des Allemands depuis juin 1940, décrivit le moment dans son journal. 12 janvier 1945, 3h15 du matin. L'incroyable s'est produit. Les gardes allemands nous ont apporté leur couverture. J'ai vu beaucoup de choses en presque 5 ans de captivité, des bonnes et des mauvaises. Mais c'est la première fois que je suis vraiment surpris. Le caporal Weber de Hambourg m'a personnellement posé une couverture sur les épaules. Il a dit en français qu'il avait appris à l'école. Personne ne devrait mourir de froid. Je l'ai regardé, ce jeune soldat allemand, peut-être 21 ans, et j'ai vu mon jeune frère, Jean, qui pourrait être quelque part dans un camp allemand. Ou mort. J'ai demandé à Weber « Pourquoi faites-vous cela ?» Il a répondu « Parce que j'espère que quelqu'un ferait la même chose pour mon frère, où qu'il soit. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que Schmitt et ses camarades avaient fait s'est répandu dans tout le camp en quelques jours. Les prisonniers de guerre américains, britanniques et français se racontaient l'histoire des gardes allemands qui avaient partagé leur propre couverture. Pour beaucoup de ces hommes, c'était la première preuve concrète que même en temps de guerre, l'humanité était possible. Le sergent Thomas Bennett de Liverpool, un prisonnier de guerre britannique au Stalag 4B depuis 1942, écrivit dans une lettre à sa femme le 18 janvier 1945. « Chère Margaret, tu ne le croirais pas si je ne te le racontais pas moi-même. Les gardes allemands ont partagé leurs couvertures avec les garçons américains dans cette guerre maudite où tout le monde se déteste, où nous jetons des bombes sur leurs villes et ils sur les nôtres. Il y a eu ici des hommes qui ont décidé d'être des êtres humains. Je ne sais pas ce que cela signifie pour la guerre, mais cela signifie quelque chose pour moi. Cela signifie que tout n'est pas perdu. Les soldats allemands ont payé un prix pour leur humanité.
le sous-officier Wilhelm Koch fut convoqué 3 jours plus tard par son supérieur, le capitaine Ernst Wagner. Wagner avait appris la distribution des couvertures par un autre garde. Koch se tint au garde-à-vous devant son capitaine et s'attendait à une punition. Mais Wagner, un soldat de carrière de 42 ans de Stuttgart, qui avait lui-même un fils de l'âge du soldat Müller, dit simplement « Koch, vous avez violé les règlements, mais vous n'avez pas violé l'humanité. Je ne le signalerai pas, mais ne recommencez pas. Nous n'avons pas assez de couverture pour tout le monde. » Koch salua et quitta le bureau. Plus tard, il raconta à Schmitt et aux autres « Wagner est un homme bien, il aurait pu nous punir, mais il comprend. » Le mois de janvier 1945 resta brutalement froid. D'autres nuits suivirent, où les températures descendirent en dessous de moins 20 degrés Celsius. Mais les gardes allemands du Stalag 4B commencèrent à trouver des solutions créatives. Ils autorisèrent les prisonniers à aller chercher de la paille supplémentaire dans les réserves du camp pour isoler leurs matelas. Ils distribuèrent des rations supplémentaires de café chaud et de soupe avant de se coucher. Ils réparèrent les pires brèches dans les murs des baraques. L'un des moments les plus émouvants eut lieu le 3 février 1945. Ce jour-là, une livraison de 200 nouvelles couvertures en laine de la Croix-Rouge allemande arriva au camp, normalement. Ces couvertures auraient été distribuées aux soldats allemands, car leur propre stock était épuisé. Mais le capitaine Wagner prit une autre décision. Il ordonna que 150 des 200 couvertures soient distribuées aux prisonniers de guerre, en priorité aux baraques les plus surpeuplées. Lorsque les couvertures furent distribuées dans l'après-midi du 3 février, les prisonniers de guerre étaient alignés en longue file. William Carter reçut l'une des nouvelles couvertures. Il décrivit le moment plus tard. « Quand j'ai tenu cette couverture dans mes mains, cette couverture en laine lourde et chaude, j'ai pleuré. Pas de froid, de soulagement, de reconnaissance. J'ai regardé l'Obergefreiter Schmitt, qui supervisait la distribution. Il m'a fait un signe de tête. J'ai acquiescé en retour. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous nous comprenions. Le taux de survie au Stalag 4B durant l'hiver 1944-1945 était remarquablement élevé. Sur les 7800 prisonniers de guerre présents en janvier 1945, seulement 127 hommes sont morts avant la libération, le 23 avril 1945, par les troupes soviétiques. Cela correspond à un taux de mortalité de 1,6% sur 4 mois. À titre de comparaison, dans certains camps de prisonniers soviétiques, le taux de mortalité des prisonniers de guerre allemands a dépassé les 30% durant le même hiver. Le faible taux de mortalité au Stalag 4B était le résultat de nombreux facteurs. Le respect de la Convention de Genève par la direction du camp, les colis réguliers de la Croix-Rouge, les soins médicaux prodigués par des médecins allemands. Mais les prisonniers de guerre eux-mêmes étaient convaincus que l'humanité de l'équipe de gardes allemands était un facteur décisif. Le caporal Jean-Pierre Dubois, originaire de Bourgogne, a écrit dans son journal le 15 mars 1945 « Nous sommes toujours prisonniers, nous sommes toujours des ennemis. Mais les hommes qui nous gardent nous traitent comme des êtres humains. Ils nous ont donné leur couverture alors qu'eux-mêmes avaient froid. Ils nous ont donné de la soupe supplémentaire alors que leur propre ration était maigre. Je rentrerai chez moi et je dirai aux gens que tous les Allemands n'étaient pas des nazis, qu'il y avait de bonnes personnes, même de l'autre côté. » Après la guerre, plusieurs des anciens prisonniers de guerre ont tenté de retrouver leurs gardes allemands. Guillaume Lambert était particulièrement tenace dans sa recherche d'Obergefreiter Hans Schmitt. Grâce à la Croix-Rouge internationale et à l'aide d'associations d'anciens combattants allemands, Lambert a finalement réussi à localiser Schmitt à Nuremberg en 1961, le 12 janvier 1962, exactement 17 ans après cette nuit glaciale. Lambert et Schmitt se sont rencontrés pour la première fois depuis la guerre. Lambert avait voyagé en Allemagne avec sa femme,
Martine et sa fille, Sophie, qui avait alors 19 ans. La rencontre a eu lieu dans la modeste maison de Schmidt à Nuremberg. Après la guerre, Schmidt avait repris son travail d'ébéniste. Il était marié et père de 3 enfants. Lambert a décrit la rencontre plus tard dans une interview accordée au journal Le Monde en 1985. Quand j'ai revu Hans, après toutes ces années, nous nous sommes embrassés, 2 vieux soldats, autrefois ennemis, maintenant amis. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que lui et ses camarades m'avaient sauvé la vie, pas seulement physiquement, mais aussi ma foi en l'humanité. Hans a pleuré. Il m'a dit qu'il n'avait fait que ce qui était juste, qu'il ne pouvait pas agir autrement. Pour moi, c'était un héros. La rencontre entre Lambert et Schmidt a été relatée dans la presse allemande et française. Elle a inspiré d'autres anciens prisonniers de guerre à rechercher des liens similaires. Au cours des décennies suivantes, plusieurs associations d'anciens combattants ont été créées, réunissant d'anciens prisonniers de guerre et d'anciens gardes. L'une des réunions les plus émouvantes a eu lieu le 23 avril 1995, exactement 50 ans après la libération du Stalag 4B. Plus de 200 anciens prisonniers de guerre et environ 40 anciens soldats allemands se sont rencontrés au mémorial de Mühlberg-sur-l'Elbe. Guillaume Lambert était là, âgé de 81 ans. Hans Schmidt était également présent, âgé de 78 ans et en mauvaise santé, mais déterminé à participer. Lors de la cérémonie, Lambert a prononcé un discours qui a ému aux larmes de nombreuses personnes présentes. Il a dit « Nous sommes ici, 50 ans après la fin d'une guerre terrible. Nous étions des ennemis, nous avons combattu de différents côtés, mais lors de la nuit la plus froide, dans les heures les plus sombres, certains d'entre vous ont choisi d'être des êtres humains. Vous nous avez donné vos couvertures, vous nous avez donné de la chaleur, vous nous avez donné de l'espoir. Je parle au nom de tous mes camarades quand je dis « Nous n'oublierons jamais cela. Nous pardonnons et nous vous remercions. » Hans Schmidt s'est levé, soutenu par son fils, et a répondu « Monsieur Lambert, mes amis, nous avons fait ce que tout être humain décent devrait faire. La guerre fait de nous des ennemis, mais l'humanité fait de nous des frères. Je suis reconnaissant que nous ayons tous survécu, que nous puissions être ici, que la réconciliation soit possible. » L'histoire du partage des couvertures au Stalag 4B est devenue un symbole de la possibilité de l'humanité. Même dans les circonstances les plus inhumaines, les historiens ont documenté et vérifié l'histoire. Les journaux de Guillaume Lambert, Jean-Pierre Dubois et Bertrand Moreau font désormais partie des archives du Mémorial de la Shoah aux États-Unis à Washington, D.C. Les rapports officiels de Hans Schmidt et Wilhelm Koch sont conservés aux archives fédérales à Berlin. Le professeur Antoine Dubois, de l'Université de la Sorbonne, spécialiste de la captivité pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit dans son livre « Humanité en captivité, le cas du traitement des prisonniers de guerre dans les camps occidentaux », publié en 2003, les actions de l'équipe de gardes allemands au Stalag 4B en janvier 1945 représentent le meilleur de la nature humaine dans les pires circonstances. Ces hommes n'avaient rien à gagner de leur générosité. Ils risquaient une punition. Ils ont renoncé à ce dont ils avaient eux-mêmes cruellement besoin, mais ils l'ont fait parce que leur boussole morale leur disait que c'était juste. C'est la définition du véritable courage. Ce ne sont pas seulement des histoires tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des preuves que l'humanité peut survivre, même dans l'hiver le plus sombre de l'histoire. De vraies personnes, de vraies décisions, de vrais sacrifices. Mon propre grand-père était prisonnier de guerre en Allemagne. Il m'a parlé de gardes allemands qui ont partagé leurs derniers morceaux de pain, qui ont prodigué des soins médicaux, qui ont enfreint les ordres pour sauver des vies. Ces histoires doivent être racontées, pas pour glorifier la guerre, mais pour montrer que même pendant la guerre, la décision d'être humain est possible. Si ces histoires comptent pour vous,
Si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez cette chaîne via le Super Thanks de YouTube, le cœur doré juste en dessous de cette vidéo. Chaque contribution me permet d'accéder à davantage de témoignages de première main, davantage de documents d'archives, davantage d'histoires qui doivent être racontées avant que nous ne les perdions à jamais. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Les victimes, les héros, les gens ordinaires qui ont choisi de faire ce qui était juste dans des situations impossibles. L'impact des événements de ces froides nuits d'hiver a dépassé les limites du Stalag 4B. L'histoire a inspiré des actions similaires dans d'autres camps. Les prisonniers de guerre qui ont ensuite été transférés dans d'autres camps ont raconté l'histoire des soldats allemands qui avaient partagé leur couverture. Certains gardes allemands qui l'ont entendu ont commencé à faire des gestes similaires. Au Stalag 7A près de Moosburg en Bavière, en février 1945, des gardes allemands partageaient leur ration de charbon avec des prisonniers de guerre dont les poêles de baraquement étaient hors service. Au Oflag 64, en Pologne, des officiers allemands organisèrent une collecte ECN de leur propre rang pour acheter des vêtements d'hiver supplémentaires pour les prisonniers de guerre britanniques. Au Stalag Luft 3, le camp rendu célèbre plus tard par le film La Grande Évasion, des gardes allemands autorisèrent des pilotes américains et britanniques à prendre du bois supplémentaire dans les réserves du camp pour alimenter leurs poêles. Ces actes n'étaient pas universels. Il y avait des camps où le traitement était brutal. Il y avait des soldats allemands qui étaient cruels. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est emplie de ténèbres et d'horreurs. Mais c'est précisément pour cela que les moments de lumière sont si importants. Ils montrent que même dans les périodes les plus sombres, des individus avaient le choix, et certains ont choisi l'humanité. William Carter a vécu jusqu'en 1998. Il est décédé à l'âge de 84 ans à Chicago. Jusqu'à son dernier jour, il a raconté à tous ceux qui voulaient l'écouter l'histoire de Hans Schmidt et des couvertures pendant l'hiver 1945. Il disait souvent « Hans m'a plus appris sur l'humanité que n'importe quel sermon, n'importe quel livre, n'importe quelle leçon. Il m'a montré que l'inimitié est quelque chose qui nous est imposé. Mais l'humanité est un choix que nous faisons. » Hans Schmidt a vécu jusqu'en 2004. Il est décédé à l'âge de 87 ans à Nuremberg. Il parlait rarement de ses expériences de guerre, mais il parlait souvent et avec plaisir de son amitié avec William Carter. Son fils, Klaus Schmidt, a raconté lors des funérailles de son père « Mon père n'était pas un héros. Il était un homme simple qui essayait de faire ce qui était juste. Mais pour les hommes qu'il a aidés cette nuit froide, il était un héros. Et pour moi, il le sera toujours. » Les autres soldats allemands qui ont partagé leur couverture cette nuit-là ont vécu des vies différentes après la guerre. Klaus Müller, le jeune soldat de Berlin, est devenu pasteur comme son père. Il a activement travaillé à la réconciliation germano-américaine dans les années 1960 et 1970. Friedrich Hartmann de Munich est devenu enseignant et a enseigné l'importance des droits de l'homme. Otto Weber de Hambourg a travaillé comme travailleur social avec des vétérans des deux camps. Thomas Becker de Cologne est devenu journaliste et a écrit plusieurs articles sur ses expériences pendant la guerre. Wilhelm Koch de Dresde est malheureusement décédé tôt, en 1953, des suites de ses blessures de guerre. Mais sa veuve, Anna Koch, a conservé ses journaux intimes, qui sont aujourd'hui des documents historiques importants. Les prisonniers de guerre qui ont reçu des couvertures cette nuit-là ont gardé ce souvenir avec EX toute leur vie. Robert Hayes du Tennessee est devenu pasteur et a souvent prêché sur le pardon et la réconciliation. James Mitchell de l'Ohio est devenu enseignant et a enseigné à ses élèves la complexité de l'histoire. Thomas Bennett de Liverpool a travaillé pour la Société d'amitié britannico-allemande et a organisé des programmes d'échange entre anciens ennemis.
Aujourd'hui, en 2025, 80 ans après ces nuits froides de janvier 1945, plus aucun des participants directs n'est vivant. Mais leur histoire continue de vivre, dans les archives, dans les livres, dans les documentaires, dans les récits de leurs enfants et petits-enfants, dans les lieux de mémoire comme celui de Mühlberg an der Elbe, où chaque année le 12 janvier, une bougie est allumée en mémoire de la nuit où des ennemis sont devenus des êtres humains. L'histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, l'humanité est un choix. Hans Schmidt et ses camarades n'ont pas reçu l'ordre de partager leur couverture. Ils n'ont pas été récompensés pour cela. Ils l'ont fait parce que leur conscience le leur disait. Deuxièmement, les petits actes ont de grandes conséquences. Cette couverture n'ont pas seulement sauvé des vies cette nuit-là, elles ont transformé des cœurs, elles ont créé des amitiés par-delà les frontières, elles ont inspiré des générations. Troisièmement, la réconciliation est possible. Carter et Schmidt, autrefois sur des côtés différents d'une guerre terrible, sont devenus des amis. Leur amitié a prouvé que la paix est possible non seulement entre les nations, mais entre les individus. Les couvertures qui ont été partagées cette nuit-là n'existent plus aujourd'hui. Elles ont été usées, déchirées, perdues dans les tourbillons de la fin de la guerre. Mais ce qu'elles représentaient, le geste d'humanité, la décision de faire le bien même dans les pires circonstances, cela reste. Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de choisir la lumière, que même si le monde nous transforme en ennemis, nous pouvons choisir de rester des êtres humains. Le taux de mortalité officiel dans les camps de prisonniers de guerre allemands sur le front occidental était d'environ 3,5%. En comparaison, le taux de mortalité des prisonniers de guerre allemands dans les camps soviétiques était d'environ 35,8%. Ces chiffres ne sont pas une défense, ils ne sont pas une relativisation des horreurs de la guerre, mais ce sont des faits. Et ils montrent qu'il y avait des différences dans le traitement, que la Convention de Genève, du moins sur le front occidental, a été largement respectée, que de nombreux soldats et officiers allemands ont essayé de rester décents, même en temps de guerre. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de crime. Cela ne signifie pas que tout doit être pardonné ou oublié. Les horreurs du régime nazi, l'Holocauste, les crimes de guerre, tout cela reste une partie de l'histoire et doit être rappelé. Mais en même temps, nous devons également nous souvenir des moments d'humanité, parce qu'ils nous montrent que même dans les systèmes les plus sombres, des individus avaient le choix. Et certains ont choisi la bonne voie. L'histoire du Stalag 4B et des couvertures partagées est l'une des milliers d'histoires similaires. Il y avait des médecins allemands qui ont risqué leur vie pour soigner les blessés alliés. Il y avait des officiers allemands qui ont refusé d'exécuter des ordres d'exécution. Il y avait des civils allemands qui ont secrètement fourni de la nourriture aux prisonniers de guerre. Chacune de ces histoires est une preuve que l'humanité est possible, toujours, partout. Dans un monde qui est souvent marqué par la haine, la division et les conflits, nous avons besoin de ces histoires. Nous avons besoin du souvenir que les humains sont liés au-delà des frontières, que notre humanité commune est plus forte que nos différences, que même les ennemis peuvent devenir des amis s'ils se rencontrent en tant qu'êtres humains et non en tant que stéréotypes. William Carter a écrit dans ses mémoires « Quand je repense à cette nuit de janvier 1945, je ne vois pas le froid, je ne vois pas la faim, je ne vois pas la peur. Je vois Hans Schmidt entrant par la porte avec des couvertures dans les bras. Je vois son visage, fatigué mais déterminé. J'entends ces mots. Personne ne devrait avoir aussi froid. Et je sais, c'est ceux qui nous sauvent. Pas les armes, pas les idéologies, mais plutôt cette simple réalisation. Aucun être humain ne devrait souffrir quand nous avons le pouvoir de l'en empêcher, cette sagesse, née de la souffrance et du froid, de la guerre et de la survie, reste d'une actualité brûlante de nos jours,
où des réfugiés gélants, où des sans-abri dorment dans les rues, où des populations du monde entier luttent pour la dignité. L'histoire du Stalag 4B nous rappelle que nous avons le choix. Nous pouvons détourner le regard, ou nous pouvons partager notre couverture. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Beaucoup de mes spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui ont été dans des camps, des arrière-grands-pères qui ont servi comme gardes, des récits d'amitié inattendus et d'actes d'humanité. Avez-vous une histoire de prisonnier de guerre dans votre famille? Une lettre retrouvée dans le grenier? Un récit entendu de la bouche de votre grand-père? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire est un fragment d'histoire que nous préservons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes et importantes nous survivent à tous, que les leçons d'humanité, apprises lors des nuits les plus froides, perdurent pour les générations futures.